Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire une petite revue de presse internationale comme on a l'habitude au Canard et évidemment prochainement on va se caler une date dans la semaine qui va se répéter de manière hebdomadaire, comme ça va être un rendez-vous régulier. Mais on va attendre la fin du financement participatif pour être sûr de savoir qui va travailler au Canard pendant combien de temps pour pouvoir planifier ça tranquille. Ouais, parce qu'on fait un financement participatif pour éviter de réclamer des sous tout le long de l'année, du coup on le fait une fois là pendant 50 jours, là il reste à peu près 25 jours pour choper 40 000 € et pour pouvoir recruter un maximum et être très confortable. Donc tout ça est en description si tu veux nous soutenir et on te met aussi un lien avec l'intégralité de nos finances, avec les factures, le bilan, tout ce que tu veux pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce pognon. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'actualité internationale et on va commencer avec nos petits chouchous, l'Amérique latine. Alors déjà, premier article, le Crédit Suisse a analysé l'économie vénézuélienne. Celle-ci va profiter de l'augmentation du prix du pétrole brut suite à la guerre en Ukraine et profite d'une croissance donc de 20% de son économie, soit le record tout pays confondu de ces dernières années. Faut dire que depuis le renforcement du blocus états-unien contre le Venezuela en 2019, l'économie était quand même bien basse, du coup 20% d'un truc bien bas, c'est pas non plus incroyable, mais ça montre qu'il y a un redressement. Ouais, et pour ceux qui savent pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on explique en général dans les médias ou encore moins à l'école, un blocus par les États-Unis, ça se fait comment? C'est pas avec des navires tout autour du Venezuela pour les empêcher de marchander. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des menaces. Ils disent à toutes les entreprises du monde qu'ils ne peuvent pas commercer avec le Venezuela sous peine d'avoir des sanctions. Les sanctions, c'est quoi? En fait, c'est du chantage. C'est leur dire que, par exemple, vous ne pourrez plus avoir accès au dollar, vous ne pourrez plus utiliser Mastercard, on va vous geler vos avoirs sur vos comptes, on va vous empêcher de commercer avec les États-Unis, etc., etc. Par exemple, il y a 7 ans, il y a eu un cas très précis, c'est BNP Paribas qui avait commercé avec l'Iran. Il n'y a aucun traité international ou loi qui empêche BNP de commercer avec l'Iran. C'est un pays normal, il n'y a pas l'ONU qui a dit on peut pas. Sauf que les États-Unis, eux, ils ont fait blocus contre l'Iran. Et du coup, ils ont dit à la BNP Paribas, donc une banque française, soit vous nous payez 9 milliards de sanctions, c'est pas légal, hein, c'est du chantage, mais 9 milliards de sanctions, soit on vous gèle tous vos avoirs, vous dégagez du sol américain, on vous interdit d'utiliser le dollar, bref, on vous met en faillite. Et donc face à ce chantage, la BNP Paribas a évidemment envoyé ces 9 milliards, et d'une façon ou d'une autre, c'est nous qui avons payé ces 9 milliards. C'est du chantage économique pur et simple, c'est totalement illégal, mais c'est ce que font les États-Unis très souvent. Et ils l'imposent à des pays comme Cuba, Venezuela et l'Iran. Mais revenons à nos moutons vénézuéliens, si on lit entre les lignes, on apprend aussi que l'économie a suffisamment bien été gérée là-bas pour éviter les pires projections qui était une hyperinflation. En fait, ils ont réussi à limiter la casse. Donc c'est pas juste une question de ils profitent du pétrole, c'est ils ont quand même bien géré l'affaire. C'est ce que nous apprend le média L'Économiste maghrébin qui a analysé en français la note du Crédit Suisse. L'article précise aussi que le Venezuela, depuis 2019, est donc le 5e État qui subit le blocus le plus puissant dans le monde, accumulant les sanctions états-uniennes depuis que ces derniers ont voulu renverser Maduro pour Guaido sans succès. 5e État le plus sanctionné au monde, alors que la seule chose qu'ils ont fait, c'est redistribuer la manne financière du pétrole au peuple. Ça en dit non. L'autre détail important, c'est que le blocus a récemment été un tout petit peu allégé par les États-Unis pour leur permettre au Venezuela de relancer des machines d'extraction du pétrole, ce qui ne pouvait pas être fait avant à cause des sanctions. Pourquoi? Parce que les États-Unis, après le blocus du pétrole contre la Russie, cherchent à diversifier son approvisionnement et que du coup, ils ont décidé de faire en sorte que le Venezuela soit une partie de cet approvisionnement-là. Donc en gros, c'est les États-Unis qui décident de l'économie vénézuélienne et c'est bien la preuve aussi là que c'est ces sanctions qui faisaient la misère de ce pays. Tout ça nous montre en tout cas que le Venezuela est sur la bonne pente économique et c'est très bien parce que ça va permettre de sortir beaucoup de personnes de la misère. Mais ce qui est plus intéressant en termes géopolitiques, c'est de montrer que les États-Unis en fait s'affaiblissent en réalité. Et c'est logique parce qu'en fait ils enchaînent les sanctions et donc ils font un blocus contre Cuba, ils font un blocus contre Venezuela, contre l'Iran, ils mènent une guerre commerciale, diplomatique et militaire quasiment pour la Chine et la Russie. Et du coup forcément tous ces pays-là qui subissent les sanctions et qui subissent la guerre diplomatique et commerciale des États-Unis, en fait ils forment un réseau sur lequel ils peuvent commercer, tu vois, parce que l'Iran ils ont plus rien à perdre, donc ils commercent avec Venezuela, ils commercent avec la Russie, ils commercent avec la Chine. Et du coup tu as un énorme groupe qui est en train de se constituer à la fois avec des superpuissances pétrolières et gazières, le Venezuela qui est la première réserve de pétrole au monde, l'Iran, la Russie, et aussi une superpuissance industrielle comme la Chine, qui investit des milliards et des milliards dans énormément de pays africains et sud-américains. Ce qui montre qu'en fait, même si on n'a pas le réflexe, parce que historiquement ça s'est pas passé comme ça, mais c'est en train de changer, ce sont les États-Unis aujourd'hui qui sont en train de s'isoler du monde. Ce qui fait que la diplomatie états-unienne a perdu l'une de ses armes les plus efficaces pour imposer sa volonté et son impérialisme. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les blocus ne sont pas aussi
aussi efficace. Les États-Unis ont perdu l'une de leurs premières armes de diplomatie pour imposer leur impérialisme partout sans passer par la guerre militaire. Ça veut pas dire que ça faisait pas des morts, parce que le blocus, ça reste quand même un crime de guerre, on le rappelle, ça produit des famines, etc., etc. Mais aujourd'hui, les blocus sont beaucoup moins efficaces qu'avant. À l'époque, par exemple dans les années 90 avec Cuba, quand l'URSS s'est effondré, ils se sont retrouvés tout seuls. C'était quasiment le dernier des pays socialistes de la planète. Et du coup, le blocus états-unien contre eux, c'était violent. Maintenant, le blocus contre le Venezuela, c'est violent, mais ils arrivent à s'en sortir. Et plus ça va aller dans le temps, plus ils vont trouver des débouchés commerciaux. Autre info qui va un peu dans ce sens, c'est le président mexicain Almo qui a décidé de boycotter le sommet des Amériques qui avait eu lieu à Los Angeles. Et si je décide de ne pas m'y rendre, c'est parce que tous les pays des Amériques ne sont pas invités. Et de quel pays parle-t-il? De Cuba, de Venezuela et du Nicaragua, qui sont trois pays socialistes qui a donc été mis sur le banc de la diplomatie par les États-Unis. Et donc le Mexique les soutient. Le Mexique qui a élu en 2018 un gouvernement de gauche souverainiste. Un parti présidentiel qui a proposé l'asile à Assange, qui se détache de plus en plus de la tutelle états-unienne et qui a remporté les élections locales organisées il y a une semaine, empochant 4 gouverneurs sur 6 et 20 États sur 32. Et ça commence à faire beaucoup d'États socialistes dans le coin. C'est pour ça que l'Amérique latine, petits oignons. Il y a toujours les vieux avec Cuba et Nicaragua, il y a le daron vénézuélien, le grand frère bolivien et mexicain, puis les petits derniers, le Pérou, le Chili et la Colombie qui vient d'élire dimanche de justesse un nouveau président de gauche pour la première fois depuis très longtemps. Quant au Brésil, l'ancien président Lula est candidat pour succéder à Bolsonaro et il pourrait l'emporter dès le premier tour. Les crises ont d'ailleurs traduit une interview de Lula qui présente son projet présidentiel si ça te dit. Bref, c'est pas passé en France, mais ailleurs on accumule les victoires et ça fait plaisir. Quant à l'Équateur qui a perdu son gouvernement souverainiste de gauche en 2017, les deux rives parlent des grandes mobilisations contre la politique néolibérale qui sont en train de se passer en ce moment, soutenues par les principales organisations syndicales du pays. Objectif, bloquer les routes et forcer le gouvernement à tenir 10 engagements, dont la baisse du prix de l'essence et un moratoire sur la dette. Lors de la dernière revue de presse internationale, on avait parlé des sécheresses que subissaient des villes tropicales. Et la sécheresse refait parler d'elle dans l'actualité et apparemment il va falloir s'y habituer. Pendant qu'en France on est en train de se manger la sécheresse la plus précoce dans l'année jamais enregistrée, l'ouest des États-Unis, eux, vont subir la pire sécheresse depuis 1200 ans, comme nous l'apprend Géo. Après, 1200 ans, je trouve ça un peu bizarre de dire 1200 ans, mais bon, si les journalistes de Géo sont sûrs d'eux, moi je répète. Conséquence, la sécheresse va durer pendant des années, vu que les sols ont perdu toute leur eau. Et selon la nature de la Terre, l'eau pourrait aussi ruisseler et provoquer de nombreuses inondations. Autre conséquence, il y aura bientôt plus assez d'eau pour les États-Unis. Le docteur Schwartz, interviewé par Géo, conclut ainsi. Il est temps pour les hommes politiques et décideurs qui allouent des fonds d'investir dans des modèles qui mettent à jour nos modèles de gestion de l'eau plutôt que de maintenir le statu quo et espérer que tout s'améliore tout seul. Le Monde diplomatique a publié un petit graphique sur Facebook récemment d'ailleurs où on peut se rendre compte de l'augmentation exponentielle de ces épisodes de chaleur extrême dus au réchauffement climatique. En gros là c'est un peu la merde et si ça s'aggrave ce sera carrément la merde. Ce qu'on va vivre donc en France n'est qu'un avant-goût de ce qui va se répéter de plus en plus avec le réchauffement climatique. Ce qui montre bien que ce réchauffement climatique est l'un des phénomènes les plus structurants pour les siècles à venir et pour les décennies à venir, vu que ça va tout changer et ça va remettre en question les choses qui nous paraissaient évidentes jusque-là, genre faire de la bouffe et avoir accès à l'eau. Ça veut dire que les décennies à venir, pour nous, ça va être une question de savoir comment est-ce qu'on va réussir à gérer nos besoins vitaux élémentaires. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que même si on décroît, ça veut pas dire pour autant qu'on perd de l'humanité, qu'on perd de la sensibilité, qu'on perd de l'intensité, d'accord? Il y a plein d'autres choses dans la vie que de brûler du pétrole. Mais ça veut dire qu'on va vers une situation assez chaotique si on n'organise pas tout ce bordel. Et organiser l'économie à travers des objectifs politiques pour essayer de redistribuer la richesse un maximum autour des gens, ça, non, c'est merde, j'ai oublié. Putain, mais j'ai sur le bout de la langue pourtant. Il y a forcément un mot qui permet d'écrire ça. Et comme si ça suffisait pas, en plus du réchauffement climatique, il y a un risque de troisième guerre mondiale. Peut-être même qu'elle a déjà commencé, ça dépend ce que vont dire les livres d'histoire dans 10 ans. Et comme d'habitude dans ces revues de presse, on va se mettre au courant de tout ce qui se passe au niveau de cette guerre mondiale et on va commencer avec l'actualité autour de Taïwan. Le Monde parle de Shangri-La Dialogue, une réunion entre les États-Unis et les États de la zone Pacifique. Des représentants chinois et états-uniens ont donc pu discuter pendant 1 heure selon le média de Xavier Niel. L'enjeu de la conversation, l'indépendance de Taïwan. La Chine revendique totalement ce territoire. Pour elle, ça fait partie de la Chine et ça fait partie du principe de une Chine, une et indivisible.
Et les États-Unis, eux, profitent du gouvernement un peu pro-US de Taïwan pour multiplier les gestes diplomatiques, ce qui provoque évidemment une escalade militaire assez violente, une escalade qui est militaire mais aussi économique et aussi diplomatique, avec des injonctions, des menaces de partout. Quelque chose qu'on avait déjà commenté lors de la dernière revue de presse. Officiellement, les États-Unis n'assument pas une politique qui soutient l'indépendance de Taïwan, malgré les récentes actions. Et la Chine répète qu'une indépendance d'une partie de son territoire soutenue officiellement ou pas par les États-Unis provoquerait une guerre militaire. Plus intéressant, le représentant états-unien a répété 21 fois dans son discours le terme « zone Indo-Pacifique », proclamant que cette zone est le cœur de la nouvelle stratégie militaire où 300 000 soldats états-uniens vont stationner. Ce qui est rigolo, c'est que le terme zone Indo-Pacifique est quelque chose d'assez confus en fait, c'est surtout les États-Unis et ses alliés qui utilisent ce terme. On devrait plutôt l'appeler genre la mer de Chine et tout ce qui est autour, tu vois. Et du coup, quand les États-Unis disent on a 300 000 hommes dans la zone Indo-Pacifique, en réalité, ils ont 300 000 hommes autour des frontières chinoises. Un puissant déploiement comme il n'a jamais eu lieu depuis la guerre du Vietnam. D'autant que les États-Unis renforcent leur alliance militaire dans la région, comme le précise leur représentant, avec l'AUKUS, l'alliance militaire entre la Grande-Bretagne et l'Australie, le Quad, l'alliance militaire avec le Japon, l'Inde et l'Australie qui a été réveillée depuis peu par les États-Unis, et l'ASEAN, je sais pas s'il faut le prononcer avec, comme ça avec des syllabes, mais bref, qui rassemble les pays d'Asie du Sud, qui a été récemment convoqué à la Maison-Blanche pour lutter contre l'influence chinoise. De son côté, la Chine vient de mettre à la mer son 3e porte-avions, un très beau bébé venu au monde au beau moment pour montrer le rapport de force militaire que peut imposer la Chine. ABC, eux, parlent d'un accord entre Pékin et les îles Salomon, situées à l'est de la Nouvelle-Guinée, qui permet à la Chine d'intervenir militairement là-bas. Le Time parle, lui, d'un décret pour faciliter l'intervention, notamment militaire, de la Chine dans des pays étrangers pour défendre ses intérêts économiques et nationaux. Ce qui serait pas très bon signe, on est d'accord. Nos médias à nous, 2 mois après la vidéo du canard, s'il vous plaît, on avait de l'avance, annoncent un peu partout le risque de 3e guerre mondiale à Taïwan, ce qui est là non plus pas très bon signe. Donc entre le bloc états-unien et le bloc chinois, il y a une guerre commerciale, il y a une guerre diplomatique, et tout le suspense c'est de savoir si tout ça va finir en guerre militaire. D'où l'importance de Taïwan dans ce délire. Taïwan qui a d'ailleurs émis des sanctions contre la Russie et la Biélorussie, puisqu'elle ne va plus exporter de puces informatiques modernes. L'article de 0à1.net qui a été partagé par Nicosan, merci à toi, rappelle que Taïwan produit près de la moitié des puces de la planète et surtout l'immense majorité des puces à fine gravure beaucoup plus performantes. Résultat, la Chine doit encore une fois renforcer son alliance et sa dépendance avec la Chine, qui reste l'un des seuls producteurs accessibles. Une Chine qui pourra elle aussi produire des puces à très fine gravure malgré les sanctions états-uniennes qui lui empêchent d'avoir accès aux dernières machines de production. Encore une preuve qui montre que la puissance industrielle de la Chine est un facteur qui bloque totalement l'impérialisme états-unien puisqu'ils ne peuvent plus vraiment imposer de sanctions vu que la Chine est là maintenant. Ce qui fait que tu as un gros pôle industriel autour des États-Unis, puis un autre gros pôle industriel autour de la Chine, et vu qu'il y a des sanctions un peu partout, des guerres, des machins, en fait, tu as des logiques de blocs qui se renforcent avec un bloc chinois qui devient de plus en plus fort, et pareil pour les États-Unis. Et c'est cette logique de bloc-là qui peut mener à des guerres mondiales et à des frictions impérialistes bien vénères. Et c'est d'ailleurs cet affaiblissement des armes diplomatiques états-uniennes qui pousse l'empire états-unien pour conserver ses parts de marché et son influence à aller plus sur le terrain militaire, comme on l'a montré dans plusieurs vidéos. Ce qui explique pas mal de choses qui est en train de se passer dans sa propre diplomatie qui est très belliqueuse. Et en réponse, évidemment, vu que tu as par exemple la Russie ou la Chine qui sont suffisamment forts pour résister à cet impérialisme-là et qui se laissent pas faire, eux, ils y vont aussi franco. On avait parlé de toutes ces mécaniques dans notre grande vidéo sur l'impérialisme, qui est quasiment à 100 000 vues, donc si ça t'intéresse, tu peux la regarder, c'est en description. Et c'est un peu la base conceptuelle sur laquelle reposent toutes nos analyses en ce qui concerne cette guerre. Une des nouveautés de ce conflit, en tout cas, c'est le fait que la Russie, par la menace nucléaire, a réussi à envahir un pays, à attaquer et déclarer une guerre contre l'Ukraine, sans que les autres pays puissent ouvertement envoyer des hommes, puisque tu avais la menace nucléaire. Ce truc-là, ça change beaucoup de choses, sachant que tu as la Chine qui est en train de renforcer elle aussi son dispositif et que la Corée du Nord, la coquine, fait elle aussi l'actualité. Depuis le début du mois, les tensions en Corée s'accélèrent. La Corée du Nord multiplie les lancements de missiles et tirs de balistiques. En réponse, les États-Unis et la Corée du Sud font de même, visant à chaque fois des cibles en mer pour le moment. Encore ces derniers jours, la Corée du Nord a tiré de nombreuses fois avec de l'artillerie et la Corée du Sud, elle, dénonce de futurs essais nucléaires que serait en train d'organiser son voisin. Ce à quoi les États-Unis ont répondu que toute tentative d'essai nucléaire de la part de la Corée du Nord serait suivie de
riposte rapide. Bon, je connais pas trop la situation en Corée du Nord, donc si toi tu connais un peu, tu peux commenter, avoir des explications, des corrections et tout ça. Mais ce que je sais en tout cas de ce pays, c'est que c'est l'un des plus militarisés du monde et que c'est pas la première fois qu'ils essayent de faire des essais nucléaires. Du coup, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'essayer d'envahir ce territoire, de l'attaquer militairement ou quoi que ce soit. Et vu qu'il est sous blocus depuis des années et qu'il arrive à survivre, en fait, il n'y a plus trop de moyens d'influencer ce pays-là. C'est pour ça que c'est quand même très différent de Taïwan, qui elle, même si elle a une armée et une force de résistance, n'est en aucun cas comparable à ce qu'a la Corée du Nord. Mais à mon avis, à vue de nez, ce qui est en train de se passer, c'est que le renforcement des tensions militaires entre la Chine et les États-Unis, ça change beaucoup de choses pour la Corée du Nord, qui dépend totalement de la Chine pour sa survie, etc. Et qui a comme seul moyen pour renforcer son indépendance et sa souveraineté pendant ces périodes de conflits et de tensions que de jouer sur la menace militaire. C'est la seule arme qu'elle a. Surtout si la guerre se déclare entre la Chine et les États-Unis sur le territoire de Taïwan, parce que là, va falloir faire de la dissuasion à maximum pour éviter que les États-Unis débordent un petit peu trop et aillent en Corée du Nord. D'où le fait que l'escalade militaire entre la Chine et les États-Unis produit une escalade militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est le bordel. C'est pour ça que dans l'équation, si on fout pas le peuple là-dedans pour opposer les deux impérialismes, on s'en sortira jamais. Et c'est pour ça que nous, on parle de mécanisme de guerre. C'est parce que une fois que tu as lancé quelque chose, bah conséquence, et c'est la merde. Bon, sinon, il y a plein d'autres articles pas mal, mais qu'on va pas développer ici, hein, comme Le Monde qui parle de Tierno Mamadou Diallo, un jeune Guinéen qui manifestait contre le prix de l'augmentation de l'essence causée par la guerre en Ukraine notamment, et qui a été abattu par la police. Ce jeune-là serait donc le premier mort issu des émeutes contre la vie chère et contre la faim qui va secouer tout le continent suite à la guerre et aux différentes sanctions et spéculations. Et ça, c'est une idée qu'on a déjà développée dans une vidéo qui s'appelle La crise de la faim, je crois, si je dis pas de bêtises. Je te mets ça en description. Et en gros, là, on explique que l'une des conséquences de la guerre, c'est le fait que tu vas avoir quasiment 2 milliards d'êtres humains qui vont être en sous-nutrition. D'où la nécessité de comprendre les guerres pour éviter que ça arrive. Les crises, eux, publient un long article sur la stratégie états-unienne pour couper la rente pétrolière de la Russie quand le vent se lève, qui cherche toujours à avoir un coup d'avance. Eux, ils parlent de l'Arctique comme étant en train de devenir l'un des endroits les plus chauds, géopolitiquement parlant. Évidemment, là, on fait que évoquer rapidement les sujets, hein. C'est pas du journalisme, on évoque juste de l'actualité. Si tu veux véritablement t'informer, tout est en description, les liens des articles et t'as même quelques bonus. Bon, sinon, je voulais répondre à quelques commentaires et ça pourrait devenir une habitude dans ce format-là. On a un peu le temps, du coup, on profite. Déjà, durant la dernière vidéo, vous avez été des milliards à remarquer que j'ai confondu General Electric avec General Motors. Évidemment, on parle de General Electric, hein. Et quelques-uns ont remarqué aussi que j'ai confondu la mer Noire avec la mer Baltique en parlant du forage gazier entre le Pays-Bas et l'Allemagne. Mais à coup de pas. Et attendez-vous que ce genre de truc, ça se répète, hein, parce que si vous connaissez pas la chaîne, ici, on met genre tous les mots, on prononce mal les pluriels, on conjugue mal les verbes, on confond énormément de choses. C'est peut-être un peu une dyslexie, mais c'est surtout pour faire en sorte que vous soyez attentif à la vidéo, évidemment. Sinon, plus intéressant, la méthode journalistique qui a permis de localiser la milice ukrainienne, ça a un nom et ça s'appelle l'OSINT. Peut-être que ça se prononce d'une syllabe là aussi, on ne sait pas. Et il y a eu des commentaires dessus nous disant qu'il faut aussi qu'on s'intéresse lorsque cette méthode est appliquée aux crimes de guerre de la Russie. Et là, il cite Bellingcat, qui est un peu le média de référence qui a inventé tout ce bordel-là. Et je me fous un peu de sa gueule parce que Bellingcat est officiellement, publiquement financé par la CIA. Et du coup, un média d'investigation financé par la CIA qui parle de crimes russes, ça va aller. Il y a quand même un peu plus indépendant comme source, hein. Moi je demande pas non plus. Mais cette remarque va nous permettre de dériver sur un sujet assez intéressant, qui est du fait qu'au Canard, on parle quasiment jamais des crimes de guerre qui se passent en Ukraine, hein, que ce soit du côté de l'armée ukrainienne ou de l'armée russe. On n'en parle jamais. Alors que d'ailleurs, c'est ce que font énormément les médias, il n'y a pas que qui en parlent, hein, évidemment, mais les médias qui sont outrageusement pro-OTAN ou outrageusement pro-Poutine, là, bah, ils font en sorte de parler énormément de ces crimes de guerre pour essayer de dire, ah, regardez l'autre, que quand il fait des erreurs, machin, pour essayer de disqualifier, et pour rester un peu juste dans la dénonciation. Mais ça nous intéresse pas au Canard. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, c'est la guerre. Et que la première victime de la guerre, comme on dit, c'est l'information. Et que si on veut véritablement savoir ce qui se passe là-bas, bah en fait, il faut passer quasiment à chaque fois par les états-majors. Tu vois, c'est l'armée ukrainienne, l'armée russe, l'armée états-unienne qui annoncent qu'est-ce qui se passe dans le territoire. Et en fait, tu fais pas confiance à un belligérant en pleine guerre parce que tu sais très bien que les militaires, leur boulot, c'est pas de dire la vérité, le boulot, c'est de faire propager la propagande qui fait en sorte que tout d'un coup, la Russie sont pas assez forts ou sont super puissants, etc., etc. Bref, nous, on ne fait pas confiance aux belligérants. Surtout qu'on sait très bien que la guerre, c'est sale, tu vois. La guerre propre, ça n'existe pas. Les frappes chirurgicales, ça n'existe pas. À chaque fois qu'une guerre est déclarée et qu'il y a des bombardements, ça atterrit sur des civils, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Yougoslavie, que ce soit en Irak, que ce soit partout.
tout, la guerre c'est sale. Alors il y a un vrai intérêt de savoir qui a fait les crimes de guerre pour après avoir un tribunal international ou ce genre de truc pour que les gens payent pour leurs crimes de guerre, d'accord? Donc c'est important de savoir ça. Mais nous on n'est pas capable de faire ça. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est une analyse qui explique d'où vient la guerre. Parce que si la guerre produit à chaque fois des horreurs, on peut décrire ces horreurs-là, c'est intéressant, mais nous, notre positionnement, c'est plus d'expliquer comment cette guerre est arrivée qui a produit ces horreurs-là. Et du coup, on explique tous les mécanismes diplomatiques, géopolitiques, les mécanismes énergétiques, mais aussi capitalistes et impérialistes, qui nous a amenés dans cette merde-là pour essayer de trouver des solutions et pour éviter que ce truc-là se répète. Donc nous, on est plus dans une démarche militante anti-impérialiste qui essaye d'expliquer les choses pour que ça n'arrive pas, quand tu as des journalistes qui veulent expliquer ce qui s'est passé. Et c'est deux choses qui sont assez différentes, deux positionnements différents, qui sont complémentaires de ouf, mais qui sont différents. Et voilà, incroyable! Et on parle de choses sérieuses ici au Canard. Hein. Et en ce moment, comme j'ai dit plus haut, on est en financement participatif. Et si on arrive au bout, Déby, qui nous fait toutes les filles sur l'international, qui s'y connaît énormément, va pouvoir nous rejoindre dans ces revues de presse-là pour qu'elles soient encore plus précises, et surtout aussi pour choper des articles de presse étrangère avec des gens qui causent pas la France et que je comprends pas. Évidemment, tous les liens sont en description, on les répétera jamais assez, nique les impérialismes, des bisous.